Salut les jeunes, bravo à vous, bravo à tous. Nous sommes le... Attends une minute, là. 5. Demain, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. Mon père est décédé, ça fait 5 ans, je pense, 4-5 ans. Mais ça ferait 60 quelques années qu'il serait marié. Ça tombe bien parce que je vais à Québec demain. J'ai loué une auto. Je fais l'aller-retour. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un peu problématique les autres moyens de transport là, à l'occasion. Bon, blablabla. Puis le train reste l'idéal, mais demain, c'est ça. Je préfère faire aller-retour. Je vais voir ma mère, puis j'ai un meeting avec mes clients de Pub Radio, Groupe Saillant. Donc, en fin de journée. Puis, ça veut dire que moi, je pense à 7-8 heures max. Je suis rembarqué. Je suis déjà à Sainte-Foy. Je traverse le pont de Charlebaille. Puis, je vais arriver vers 10 heures. 10 heures, 10 heures et demie, là, selon l'heure que je vais partir. Ça fait que c'est bien parfait. C'est excellent de même. Et puis, voilà. D'aujourd'hui, là, c'est moche, là, la température, mais cet après-midi, je crois qu'il va faire assez beau pour, en fin de journée, partir faire une petite ride. En parlant de ride, là, je vous ai dit ça, je songe à me racheter une moto. Je pense que je n'ai pas parlé de ça. Je trouve ça un peu lourdeau cette année d'être confiné au centre-ville. T'sais. Puis moi, à date, mes plans ne changent pas. Là. Je veux rester à Montréal, puis je veux rester où je reste déjà, mais en achat là, plutôt qu'en location. Ce qui était le plan. Hein. Je ne sais pas, je vous avais dit, là, j'avais fait une offre d'achat, puis là, finalement, le locataire ne voulait plus s'en aller. En tout cas, tout ça, c'était au mois de septembre. Théoriquement, c'était réglé. Puis là, je me suis trouvé un truc j'ai repris un bail. Puis là, quand toute la patente de COVID est arrivée, j'étais bien content de ne pas être lié avec un gros achat là, dans ce contexte-là. T'sais. Ça fait qu'à quelque part, le côté poche d'une offre qui n'a pas marché et qui devait marcher s'est transféré quand même, compte tenu des circonstances, à une bonne occasion. Bref. Mais étant un gars qui vit tout le temps, depuis toujours centre-ville, j'ai zéro besoin d'une voiture, zéro, absolument zéro. Puis il y a beaucoup de moyens, incluant louer une auto, ce que je fais régulièrement, quand j'ai besoin de sortir de la ville. Mais là, il reste qu'à un moment donné, cet été, en plus, juillet, il a fait très beau. Juin, je me souviens que c'était pas pire aussi. Le mois d'août, ça s'annonce très bien. Bon. Tout facteur confondu, cette année, je trouve ça un peu lourdeau. Je trouve que je tourne en rond souvent parce que j'ai pas de moyen de juste sortir de l'île. Sortir de l'île pour aller nulle part, c'est pas mieux. Par contre, quand t'es en moto, et j'ai eu une moto pendant 15 ans, t'es sûr, s'il fait beau, puis que t'as une moto, la journée est réglée. C'est comme ceux qui ont un bateau, je pense. Ils peuvent vraiment dire... Moi, j'ai jamais eu de bateau, mais j'adore ça, là, l'idée. Là. Mais s'il fait beau puis que t'as un bateau, puis que tu peux te rendre aisément, pas s'il faut que tu fasses 4 heures de char, mais... Moi, j'ai l'impression que la journée, c'est réglé. Là. C'est sûr que c'est une belle journée. T'sais. Puis en moto, il y a ça aussi. Puis je m'en étais débarrassé. Elle a fini sa vie en Floride. Puis je m'en étais débarrassé, entre autres, parce que je me disais, c'est plate. Je faisais souvent du Québec-Montréal, puis du Lac-aux-Sables au chalet de mon oncle. Puis tu pars le vendredi, il fait 27 degrés, il fait super beau, mais tu reviens le dimanche, il pleut à côté. On dirait qu'à un moment donné, c'est lourdeau, là, tu sais. Tu te promènes avec ton pack-sac parce que tu pars 3 jours. Puis il y a un bout de ça qui me gazait. Puis là, tranquillement, le désir d'avoir un moyen de transport, une voiture, j'y tiens pas. Parce qu'en hiver, je le sais que j'en aurais vraiment, vraiment pas besoin. En hiver, moi, je m'en sac. J'ai pas le même... Tu sais, c'est ça, je suis pas un gars d'hiver. Ça fait que j'ai commencé à regarder les motos. Puis là, je commence à regarder les Harley-Davidson. Mais là, un Harley neuf, comme moi j'aimerais, c'est 25 000 $. Fait que tu fais comme, ouais, c'est une moto. Là. Mais en même temps, tu l'as. L'autre, je l'ai eu 15 ans. C'était un Suzuki Intruder. Je l'avais acheté en 2000. C'était une 99 avec 10 000 km. J'avais payé 10 000 $ au lieu de 15. Puis ces modèles-là, aujourd'hui, ont à peu près pas monté de prix en 20 ans. C'est capoté, hein? C'était encore à peu près 15, 20 000, une grosse moto, là, top of the line dans le japonais. Puis j'ai vu un Kawasaki, là, que j'aimais le look, le noir mat, etc. T'sais, j'ai vu ça dans Vieux-Montréal à un moment donné. Mais ça reste que c'est pas du Harley. T'sais, si tu le vois, c'est tellement pas la même... C'est pas les mêmes pièces, c'est pas les mêmes matériaux. Ça n'a rien à voir. Là. C'est vraiment... C'est un jouet versus une vraie affaire. Là. Fait que, tu sais, j'irais peut-être pour un Harley usagé qui coûterait à peu près ça, justement. Quelque chose entre 10 et 15 000.
Mais il ne faut pas que tu ailles trop loin en arrière parce que la légende veut qu'il y a quelques années de ça, un Harley-Davidson, ça venait stock avec un coffre à outils. Là. C'était tout le temps ça, la rumeur que j'entendais. D'après moi, c'est plus vrai depuis déjà un bon bout de temps, mais bref. Il me reste à aller chez un concessionnaire pour jaser de tout ça comme du monde, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est certain que c'est sûr que c'est pas la même affaire, c'est pas la même expérience, c'est pas le même trip. Puis une moto, c'est juste ça quand tu y penses. C'est pas le côté pratique d'une moto, c'est pas comme une auto de dire, l'hiver ou s'il pleut, tout ça. C'est le trip de la moto, c'est 80% de l'achat. Le 20% qui reste, c'est de te déplacer. Fait que c'est sûr que ça y joue, tu sais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour te dire que pour cette année, je crois vraiment pas que ça va être le temps, là. J'envisage plus ça pour l'an prochain. Puis peut-être que ça marchera pas nécessairement, mais je regarde ça. Tous les jours, je vais voir. Je suis sur YouTube voir Fat Boy, là. Puis, tu sais, c'est une superbe belle. C'est vraiment hot. Puis en même temps, ben, ça a un vrai côté pratique. Ça fait qu'en tout cas. Aujourd'hui, ce que je vous parle, c'est une théorie que moi, j'adhère à épouvantable, que j'ai mis bien en évidence dans L'important, c'est ce que les autres pensent, donc mon 3e livre. Puis que j'ai retrouvé à nouveau, mais à mots couverts, dans un article de Slate ce matin, où est-ce que le gars, il dit, dans le fond, il dit, la dépendance aux substances ou à quoi que ce soit augmente avec l'époque. Ce que je crois. La preuve, c'est qu'à peu près une fois aux 6 mois, en couverture du Journal de Montréal, t'as les nouvelles statistiques sur l'utilisation des antidépresseurs et du Ritalin qui, chaque année, battent le record précédent. Sans que personne ne fasse rien. Le lendemain, tout est correct. C'est tout le temps genre « Oh my God, il y a plus de Ritalin. Oh my God, il y a plus d'antidépresseurs. » Un vrai problème. Tu sais, je veux dire, là, on parle d'un vrai problème, là. Dans le sens que j'ai rien contre les antidépresseurs et le Ritalin. C'est fait pour aider. Je suis pas capable. La médecine, la pharmacologie, c'est fait pour aider. La seule raison pour laquelle j'appelle ça un problème, c'est la recrudescence. Si à population égale, la prise de médicaments était égale au fil des ans, tu ferais, écoute, il y a une portion de la population pour qui c'est aidant, je félicite ça. Moi, je vis à l'époque où l'électricité existe, ça me tente pas de me chauffer au bois. Ça fait que c'est parfait. J'en prends pas. Si j'en prenais, je serais premier à le dire. Savez-vous quoi, j'en prends, c'est parfait. Sérieux, là. Il reste que c'est pas ça. C'est recrudescence. Alors là, chacun peut y aller de sa théorie. Ouais, parce qu'il y a plus de prescriptions, puis c'est comme les histoires de masques, puis on teste plus. Non, tombez pas dans le détail, là. Gardez un peu de perspective. Manifestement, il y a plus d'enfants qui tombent sur du Ritalin, puis il y a plus d'adultes qui tombent sur ces antidépresseurs. Puis tout ça est clairement en recrudescence. Est-ce que ça va être une recrudescence éternelle? Je sais pas, puis c'est pas mon point. Mais je fais juste dire qu'il y en a beaucoup, puis chaque année, il y en a un peu plus. Puis là, le gars, lui, ce qu'il écrivait, c'était son expérience personnelle, comme quoi il était pas un gazé notoire, puis il était pas évanoui ses bancs de parc, mais il y avait tout le temps une petite ligne de coke ici, quelques breuvages là, telle affaire, qui faisait que il sentait que ce contrôle-là, sur lequel il y avait une consommation anecdotique, là, c'était moins le cas. Puis il fait un parallèle avec la consommation de CO2, où il dit qu'à quelque part, l'humanité en général est addicted au CO2, est addicted justement aux carburants fossiles, etc. Puis quand on parle de se débarrasser de tout ça, le monde préfère croire ou ne pas croire dans le dérèglement climatique en se disant c'est un front, parce qu'à quelque part, ça nous demande un effort, que lui dit qu'il est l'équivalent de l'effort de devoir avouer qu'on a peut-être un problème. C'est un parallèle qui n'est pas clair, c'est pas une équation, mais c'est très intéressant. Et ça m'amène à ma théorie qui est partagée. C'est très drôle ce que je vais vous dire. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai amené la théorie que je vais vous formuler, qui est le titre du podcast d'aujourd'hui. Et il y a un journaliste du New York Times, très populaire, tellement populaire que j'oublie son nom. C'est pas Sam Harris, ça, c'est un autre auteur. Mais ça va me revenir là, pendant que je vous parle. Et qui a écrit un livre qui s'appelle « Thank you for being late », qui est hyper intéressant. Donc, merci d'être en retard. Et il sort la phrase suivante avec un graphique super clair, des 2 courbes, qui dit ce que je crois fondamentalement, puis qui résume totalement l'époque et le cul-de-sac dans lequel on est, c'est que la vitesse du progrès, donc la vitesse des changements dans tout, a dépassé la capacité d'adaptation
de l'être humain moyen. En un mot, puis il donne des exemples. Moi, je ne suis pas allé jusque-là, mais il donne des exemples qui sont vraiment hyper probants. Il dit, avant, les changements les plus importants prenaient une génération avant vraiment de s'implanter. Il donne l'exemple de l'avènement de l'automobile. Il donne l'exemple de l'avènement des grandes villes, où est-ce que les gens ont quitté la campagne pour aller dans les villes, puis après ça, créer la banlieue. Tout ça se faisait sur, genre, 25, 30 ans. Il y avait des longs délais où est-ce que, à quelque part, la vie était, si tu veux, tout le temps un peu la même, avec des petites modifications pour lesquelles tout le monde pouvait s'adapter. Et il nomme une année en particulier où ce changement-là s'est mis à s'accélérer en fou, et c'est 2007. Et pourquoi 2007? L'avènement du iPhone. Lui prétend que l'arrivée du iPhone a causé une accélération au plan technologique et au plan économique, qui fait que tout à coup, Internet est passé des réseaux chez soi, bon, c'est rigolo, on check des vidéos, on envoie des emails, à Internet sur soi, les applications, et là, c'est terminé, c'est parti. Tinder, patente, tout, let's go. GAFA, Facebook, explosion de saveur. Puis cette rapidité-là est celle qui a lieu aussi au plan social. Je vous fais remarquer que mes parents, au plan social, ont vécu une vie qui ressemble à 100% à la vie de leurs parents. C'est-à-dire, moi, mon grand-père, Champagne, a eu 6 enfants. Il a eu à peu près le même job toute sa vie. Il changeait d'auto tout le temps pour aller chez Sauvageau à Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Il changeait pour des GM, puis il a été marié avec la même femme. Tout ce que je viens de vous nommer aujourd'hui, là, d'en avoir rien qu'un là-dedans, c'est très, très rare. Nommez-moi une personne qui a la même job depuis qu'elle est sortie de l'école. Moi, il m'en vient rien qu'une en tête, là, c'est pas des farces. Une personne. Nommez-moi une personne qui est dans votre entourage immédiat, qui est mariée depuis plus que 50 ans. Plus que 25, ma foi. Puis qui change tout le temps, dans ce cas-là, d'auto ou autre, pour tout le temps la même affaire, etc. Ben, mon père n'a pas une vie si différente. Mon père, quand il a marié ma mère, il est tombé à son compte comme représentant dans le vêtement. Ses clients changeaient, mais sa job a été la même. Ma mère est restée à la maison tout le temps, 4 enfants, mariée tout le temps, comprenez-vous? Mais là, si tu arrives avec nous autres, les 4 enfants, on a, dans la famille, on a 4. On a 2 célibataires, règle générale, moi puis ma sœur André. On a mon frère matché avec 2 enfants, mais pas marié, puis ma sœur Danielle mariée, mais pas d'enfants. Donc, on a tous les formats. Mais personne ne regroupe l'ensemble de ça comme c'était le cas avant. Fait que là, on est au social, on n'est même pas à l'économique. Ça veut dire que, tout à coup, la vie, c'est séparation, les enfants, 1 semaine sur 2, tout, mais, tu sais, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, c'est la norme. C'est 50% des gens qui se matchent, qui tout à coup se séparent. Puis ça vient pas avec un manuel d'instruction. Le manuel d'instruction, c'était tu te maries, tu fermes ta gueule, tu restes marié. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, je m'en fous, là. Mais je fais juste dire que prenez l'exemple partout où vous le voulez et le changement est maintenant partout, c'est la norme. Puis au plan économique, c'est le bordel. Moi, ce que j'ai vécu avec mon classeur, ça se vivait pas avant. Ça n'existait pas avant d'ouvrir un commerce, puis en 12 mois, le commerce qui roule de feu de flamme est scrap par une compétition qui arrive de Californie. Voyons, c'est quoi ça? Tu as eu les regroupements Walmart, Costco, etc., qui ont tué des petits commerces, mais qui les ont pas éliminés. Puis tu as eu, tout à coup, tu as eu Uber. Tu sais, Uber, what the fuck, ça vient d'où ça, Uber? C'est pas mon compétiteur qui s'est installé en avant de chez nous. Puis, comprenez-vous? Ça a plein de bénéfices. Waouh, on paye les affaires moins chères. Bravo, bravo. Je fais juste vous dire que ça amène des bouleversements extrêmement rapides. Et que ce changement-là, il y en a qui sont heureux là-dedans. Moi, j'avoue que je nage bien là-dedans. Il y a du monde pour qui c'est invivable. Puis c'est pas flagrant parce que tu es au quotidien puis tu reçois ça en pleine tronche tout le temps, puis tu as l'impression que c'est la vie. La vie, c'est pas supposé être un combat contre la compétition. On n'est plus au Moyen-Âge ou en Afrique dans le temps des tribus, ou au Moyen-Âge où est-ce que les Écossais se tapaient dessus avec les Anglais pendant 300 ans. On est dans une société qui s'est civilisée, qui s'est policée, qui est l'état de droit, où est-ce que tu as un filet social, personne ne mange dans la rue dans les pays occidentaux, il y a l'aide sociale, etc. Tout ça n'est pas parfait, c'est tout le temps un peu
essai-erreur, etc. Mais comprenez-vous, c'est plus la loi du plus fort, là. Mais économiquement, il y a un bout de ça qui est revenu. C'est-à-dire que tout à coup, moi, mes produits... Tout le mouvement achat local pendant la pandémie, mon grand-père, il aurait été mort de rire. Il aurait fait, c'est quoi ça, achat local? Vous les prenez où, vos fraises, si vous les prenez pas, le village d'à côté? Ben, grand-père, on les prend en Espagne. On fait venir des fraises d'Espagne parce que... Puis les tomates surtout, parce que vraiment, je parle plus pour l'Europe, là, mais ici, les avocats, ils viennent du Mexique. Ah oui, on n'a fait pas pousser ici, c'est logique. Ouais, OK, puis qu'est-ce que tu penses des tomates cerises? On pourrait en avoir. Puis des fraises. Pourquoi des fraises de Californie? De quoi ça? Non, des fraises de Californie. Ben, parce que le producteur là-bas patente de choses, puis là, ça fait en sorte que le producteur ici, lui, peut pas vendre le casseau le même prix. Là, tu fais... Ça nous apparaît comme juste normal. On étire le bras, on achète des fraises. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Ça s'appelle une espèce de mondialisation, free for all. Je vous rappelle la plus belle définition de la mondialisation que je connais, c'est des riches dans les pays pauvres qui font de l'argent sur le dos des pauvres dans les pays riches. Ça fait que c'est pas si jojo. En même temps, c'est pas à interdire. Les échanges commerciaux, ça a toujours existé. Et Alexandre le Grand, qu'est-ce que tu penses qu'il faisait? Puis c'était la route des épices, le commerce triangulaire des colonies avec les Antilles, blablabla. C'est pas l'idée d'échanger avec quelqu'un qui est à remettre en question, mais c'est l'idée tout à coup que tout n'est qu'un grand marché unique, comme si c'était la loi du marché qui était la meilleure. Je veux dire, manifestement, comme tu as beau continuer à y croire, c'est pas vrai que ça marche dans tous les éléments. Ça scrape des fois beaucoup de choses. Puis c'est pas une remise en question du capitalisme en termes d'idées. C'est juste que ça a ses limites, comme n'importe quoi. Mais au-delà de tout ça, ce qui est clair, c'est que les choses changent vite et de plus en plus vite. Puis qu'il y a une limite à ce qu'une personne est capable de supporter ce changement-là. Et je crois que c'est la raison, là on est juste dans les hypothèses, mais je crois que c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de béquilles, puis qu'on voit de plus en plus de médicaments, puis que cette industrie-là est florissante. C'est que tous et chacun s'en rendent pas au quotidien compte, mais t'as à quelque part besoin de quelque chose d'autre que juste ta portion de fruits et légumes pour dire que tu passes à travers ta journée, parce que c'est soit trop stressant, c'est trop anxiogène, c'est trop tough. C'est trop tough. Alors, en réalité, peut-être c'est pas trop tough, c'est peut-être qu'on a accès maintenant à toutes sortes de béquilles qui nous permettent de... Peut-être qu'avant, on persistait dans une relation, puis finalement, on passait par-dessus une tempête. Aujourd'hui, on fait ciao bye. Mais je crois que tout ça est littéralement relié au fait que la vie change trop vite. L'air d'aller est de plus en plus difficile à faire. Et puis il y a de plus en plus de monde qui en veulent pas. Moi, j'en voulais pas de l'air d'aller, là. Tu sais, moi, la vie de mon père, que j'ai trouvé exemplaire, mais j'en voulais pas. Tu sais, moi, je suis chanceux venir d'une famille de même super stable et tout. C'est malade, là, la chance que j'ai eue d'être avec ces parents-là. Mais j'en voulais pas de vie là. J'ai fait comme moi, je veux pas avoir la même job, j'ai même trop de projets que je veux faire. Tu sais, tu comprends? Ça fait que là, à la rigueur, je pense que j'ai fait quelque chose qui me ressemble, donc tant mieux. Mais il reste qu'il y en a qui subissent ça. Puis d'après moi, cette proportion-là est très grande. Ou est-ce qu'à quelque part, tout à coup, se sont congédiés pour des raisons sauvages? Coupure, justement, parce que là, notre compétiteur, lui, il s'approvisionne en Chine, puis maintenant, plus capable d'arriver. Là, tu fais comme, attends un peu. Mon père, il ne serait pas te mettre à la porte parce que le compétiteur arrive avec des tissus de Chine. Je veux dire, les tissus étaient faits pas loin. Tu sais, comprenez-vous? Chaque exemple, là, je pourrais trouver son contraire. Je fais juste vous dire, prenez le temps de réfléchir 2 secondes sur les changements qui ont lieu dans vos vies en tant que consommateur, en tant que citoyen, puis en tant qu'individu dans des relations. Puis vous allez avoir l'impression qu'effectivement, ça bouge tout le temps un peu. On n'est jamais juste en train de dire, bon, ben ça, c'est ma maison, ça, c'est ma job. Il y a tout le temps du mouvement, il y a tout le temps quelque chose qui arrive qui fait en sorte que, hop, là. Puis en plus, c'est qu'on vit en société, puis on vit, ironiquement, de plus en plus reliés. C'est que moi, j'aimerais ça dire, je m'en fous du monde qui ne veut pas porter de masque. Ce qui est un fait, là, tu sais. Mais je m'en fous, mais en même temps, ça m'influence. Puis comme je vous disais, pour moi, masque ou pas masque, il n'est pas là le débat. C'est quand les choses réouvrent, est-ce que tu y vas dans les commerces ou bien tu as encore peur? Si tu as encore peur, ça m'affecte. Parce que moi, je participe à la reprise de l'économie depuis que je peux retourner à droite, à gauche,
Puis j'y vais, puis je dépense, puis j'y vais luncher, puis j'y vais. Hier, j'étais au Midway, puis comprends-tu, je reprends la vie que j'avais avec toutes les règles qu'on me dit de suivre, parce que j'ai confiance qu'à tort ou à raison, c'est la bonne façon de procéder comme citoyen. Puis c'est tout, là. Ma vie est beaucoup mieux de même. Sauf que s'il y a toute une gang qui dit non, moi, j'y vais pas encore, puis que là, les commerces ferment, ben c'est l'économie au complet qui rush. Puis le boomerang, il te revient par en arrière de la tête, là. Tu peux pas juste te protéger de la société. Ça marche pas, là. Ça fait que ces changements-là, on est de plus en plus interreliés, etc. Donc, je crois, pour finir sur une note positive, puis ça, je le crois fermement, qu'il va falloir tranquillement qu'on instaure, je sais pas où, peut-être à l'école, idéalement à l'école, mais des formations en gestion du changement. Il va falloir que les gens apprennent qu'il y a des règles qui nous permettent d'être bien quand ça change autour de nous, au lieu de juste devenir anxieux, puis de voir le pire, puis de se dire qu'est-ce qui va arriver, etc., ce qui mine la vie, puis qui mine le jugement. Moi, je crois que ça... Tu sais, je vous parlais que je fais de plus en plus une critique de la fragilité. Puis je pense qu'il va falloir aussi, dans un registre quasiment opposé, on va dire très opposé, valoriser, pas valoriser le changement comme tel. Ça me dérange pas quelqu'un qui dit « je veux pas que ça change », j'ai aucun problème avec ça, mais de valoriser la capacité de s'adapter au changement. Ça, je pense que ça va être une clé énorme pour la suite. Mais bon, matière à discussion, mes chers amis. Sur ce, au plaisir de vous lire. À bientôt.